Attendez, bonsoir, bienvenue au cinéma à l'écran de Saint-Denis pour cette avant-première exceptionnelle, puisque c'est la seule rencontre avec Catherine Breillat et Léa Drucker qui aura lieu en France. On a cette chance unique tout simplement aussi parce qu'on a un partenariat avec Pyramide, le distributeur, et Cult pour pouvoir en fait diffuser cette séance en multidiffusion avec d'autres salles qui vont assister à cette rencontre simultanément et qui pourront aussi intervenir par des questions à travers toute la France, une 15 ou 20 salles. Voilà. Donc je vais devoir faire une présentation assez courte parce qu'on va devoir démarrer le film à 20h10 tapant pour que toutes les salles puissent avoir cette rencontre en simultané ensuite. Et en tout cas, je tenais surtout à vous remercier d'être aussi présent pour cette retrouvaille, puisque Catherine Breillat est venue à l'écran régulièrement présenter des films comme Parfait Amour et Romance. J'étais là, il y a très longtemps. Donc c'est avec beaucoup d'émotion que on aura le plaisir de la voir de retour à l'écran en compagnie de Léa Drucker d'ici environ 1h50. Je vous souhaite du coup une très très bonne séance et à tout à l'heure. Merci. Je vais chercher, je mets la chaîne. Bonsoir. Bonsoir. Catherine Breillat et Léa Drucker. Alors, comme vous le savez, le débat là, va être filmé et retransmis dans 18 salles en France. Et des questions vont apparaître ici des spectateurs qui sont dans les 18 salles en France. Et vous aurez le droit de poser vos questions en direct. Et ce qui est trop drôle, c'est qu'on dirait qu'il y en a qui ont lancé... Ah, pardon. Pardon. Là, c'est bon? Oui. Et donc, il semblerait qu'il y avait des villes dans lesquelles ça a démarré un petit peu avant vous. Donc, c'est trop marrant. Il y a déjà plein de questions qui sont arrivées de Port-de-Bourg, de Metz. Et il y a quelqu'un qui envoie « ça commence le débat ». Donc, il commence un peu à s'impatienter. Merci de votre patience et surtout, j'en profite aussi pour faire un bonsoir à l'ensemble des spectateurs, spectatrices et collègues des autres salles qui nous regardent en même temps. J'ai commencé par la première question, peut-être la plus simple, mais donc c'est un projet, c'est un remake. Qui est un remake? Est-ce que tu pourrais nous raconter comment on t'a proposé ce projet, dans quelles circonstances? Les circonstances, Saïd Ben Saïd, que j'avais déjà rencontré au Festival de Belfort 3 ans avant, il avait donné une masterclass et je m'étais dit secrètement, tiens, c'est un producteur pour moi. Il est comme moi. Mais bon, j'étais vieille, à la retraite, infinançable, etc. J'avais totalement oublié qu'on me l'avait présenté, mais j'avais fait aucun effort. D'abord, je suis très timide lui aussi. Et puis un jour, il m'a envoyé un petit mail en me disant « J'ai acheté les droits d'un scénario d'un film danois. Je pense que vous le referiez très bien. » J'ai vu le film et ça m'a parlé. C'était exactement ce que je pouvais faire moi. Il y avait ce dispositif du mensonge que je trouve génial, qui était d'ailleurs très bien joué, qui était très bien dans le film danois, donc on avait très peur quand on a commencé à tourner cette séquence-là. Et puis après, je lui ai dit, mais moi je ne veux pas d'un adolescent, je ne veux pas d'une femme prédatrice comme dans le film danois, où c'était très très cru aussi. Et pour moi, la représentation sexuelle très crue, c'est quand c'est le sujet. Si c'est pas le sujet, c'est inutile. Donc je voulais pas. J'ai eu craint que ce soit pour ça qu'il m'ait demandé de le faire. Mais pas du tout. Il était comme moi, ce qui l'intéressait, c'était le mensonge. Et je voulais un adolescent qui soit amoureux d'elle. Ça me parlait beaucoup plus. Ça devenait un film de moi. Et ça pique complètement les dés par rapport au film danois. C'est un cas d'école. Qui vient la voir, par exemple, dans le bureau, j'ai presque pas changé le dialogue. Ça n'a rien à voir. Dans un cas, c'est quelqu'un qui dit « Je veux que mon père sache la vérité ». Et c'est vraiment ce qu'il dit. Tandis que là, on voit bien que c'est une scène d'amour, que
c'est un prétexte, il s'en fout, ce qu'il veut, c'est elle. C'est pas que son père sache la vérité. Ça devient accessoire. Voilà, donc... et après, un film, c'est du travail. Mais surtout, quand on a choisi les acteurs, les dés sont jetés, ça y est. Ce ne sera pas un autre film, ce sera celui-là. Ensuite, il faut le trouver, le film. Les 2 premiers jours, hein, c'est très très pénible. Parce qu'on cherche le film. On cherche comment sera le personnage et tout. Ça commence quand même par les costumes. Mais les 2 premiers jours de tournage, tout le monde a peur aussi. On ne sait pas quel film on va tourner, on a peur. Moi, ça faisait 10 ans que je n'avais pas tourné, donc j'étais très 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 angoissée. Mais ça ne dure pas longtemps. Parce que tourner tout de suite, c'est de l'artisanat, on est toujours tout de suite dans le faire. C'est-à-dire qu'il y a la caméra, il y a la scène, on commence à la jouer. C'est pas ça, si c'est pas ça, c'est qu'il faut travailler. Il faut regarder ce que c'est et trouver ce que c'est. Puis on trouve. C'est du travail, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'humilité. Parce que dans le fond, on n'est pas des démiurges, on n'arrête pas de se tromper. Pour réussir, il faut se tromper d'abord et pas avoir peur de se dire non, c'est pas ça, je recommence. Je suis désolé, on va essayer de voir si ce micro est un peu plus fort, juste pour tester. Allô, est-ce que ça marche? Est-ce que c'est mieux, j'ai l'impression? C'est mieux. C'est mieux, hein? Voilà. Donc excusez-nous. Voilà. Donc à partir de ce tu vas procès. parler de toi, parce que toi, tu sais très 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 bien parler du film. Oui, du coup, peut-être qu'on peut aussi parler du coup de ta rencontre avec Catherine. Comment tu es arrivée du coup sur ce projet? Un peu comme Catherine, je suis arrivée sur ce projet grâce à Saïd Ben Saïd, le producteur, avec qui j'avais fait 2 autres films et qui m'a appelé pour me dire de lire ce scénario et si j'avais envie si ça me plaisait, qu'il aimerait provoquer une rencontre entre Catherine et moi. Donc j'ai lu ce scénario qui m'a beaucoup plu. J'ai pas regardé le film danois et je suis allée rencontrer Catherine chez elle, avec qui d'abord on s'est parlé au téléphone, mais j'ai surtout écouté Catherine me parler de cinéma, me parler de son cinéma, tu me parlais déjà d'ailleurs de comment tu imaginais filmer ce scénario, ce film, par téléphone, et puis après on s'est rencontrés physiquement. Et c'est pareil, j'ai pas beaucoup parlé, je sentais bien que Catherine m'observait. Parce que pour travailler avec Catherine, je crois qu'il faut, je sais pas vraiment comment ça se passe, mais je pense que tu as des visions quand même assez... Il faut que je m'accapare. Alors je me suis dit, en voyant Léa, c'est drôle, en la voyant dans le film des autres, elle n'était pas à moi dans mon vocabulaire. C'était pas une actrice pour moi. Et en la voyant là, en face de moi, comme un coup de foudre, elle est devenue une actrice pour moi. J'ai compris qu'elle serait très très bien déjà dans la première scène, donc c'était déjà ça de gagner. Et après, tout le reste a suivi. Une première question comme ça, on commence par nos camarades d'ailleurs. Alors, donc la première question, donc un monsieur à Metz dit bravo d'abord et dit ensuite où avez-vous tourné? En banlieue, dans une grande maison où le jardin n'était pas trop taillé au cordeau, j'avais envie que ce soit assez poétique. Et donc, Croissy-sur-Seine, non, ça s'appelait. Alors je dormais sur place parce que moi je ne peux pas prendre le RER. En RER, c'était pas si loin, mais alors en voiture, je pouvais y passer des heures. Donc je dormais sur place. Et c'était génial, je pouvais toute la nuit faire mes scènes et comprendre comment j'allais m'en tirer par rapport là où sont les murs, là où vous pouvez mettre la caméra, comment faire. En fait, c'était délicieux, voilà. J'ai passé même des week-ends du coup. Il y avait un jardin. Pourquoi rentrer dans un appartement? Il y avait un jardin. Mais tout ce film a tenu du miracle. Finalement, Léa est arrivée sur le film par miracle in extremis.
Samuel, pareil, tu crois que j'ai fait exprès de ne pas te le présenter, mais non, c'est qu'il n'était pas encore choisi. Ceci dit, c'est vrai que j'aime pas que mes acteurs se rencontrent avant. Mais il n'empêche, là c'était pas du calcul, c'est qu'on n'avait pas l'acteur. Il y a une question dans la salle ici. Bonsoir, merci beaucoup. C'est plus une impression, mais après peut-être pour rebondir. Ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est l'absence de jugement sur les personnages, et notamment cet oxymore permanent, enfin en tout cas quand j'ai ressenti en tant que spectatrice, entre le machiavélisme éventuel des personnages, le sens de manipulation de chacun, parce qu'on découvre à la fin que le mari, le toit, avec ce gros plan sur l'anneau qui représente le charme discret de la bourgeoisie, ce jeune garçon qui est effectivement en même temps victime, mais qui est au-delà de la victime et qui aussi manipule, et en même temps ce sentimentalisme très fort, et cette passion qui domine tout, et le fait de ne jamais du coup rester dans un jugement sur un personnage, mais au contraire de passer d'une complexité de personnalité et de relation à l'autre. Et cette manière que vous avez, qui vous caractérise beaucoup, Madame Breillat, de filmer les corps extrêmement près, de filmer la blancheur des dents du jeune homme qui reflète, de filmer les yeux de vous, Madame Drucker. Voilà, cette sensualité et en même temps cette froideur qu'on pouvait avoir dans les face-à-face juridiques. Et comme ça, cet affleurement de la passion du diable au corps, et bien sûr il y a tout ça qui revient, il y a Théorème, il y a plein de choses, cette manière d'ébranler aussi la bourgeoisie, et voilà, et nous en tant que spectateurs, voilà, ce que je trouve très intéressant, c'est toute cette complexité-là entre la sincérité sentimentale et éventuellement la manipulation machiavélique de chacun des personnages en fait. Voilà. Merci, merci. Je vais rebondir juste sur une chose. En fait, c'est vrai que de jouer des personnages aussi complexes, que ce soit Olivier Rabourdin, moi ou Samuel, c'est vrai que c'est d'une grande richesse ces personnages-là. Parce qu'on va au fin fond de l'humanité, du cœur, de l'âme, et même dans sa noirceur. Et on a assez peu l'occasion aujourd'hui de pouvoir le faire. C'est possible, mais personnellement, j'ai rarement eu cette occasion de pouvoir aller aussi dans ces variations et dans cette complexité-là, qui, je trouve, que je vois pourtant dans le monde, enfin, que je vois dans la vie de tous les jours. Cette image très belle du dernier moment où vous faites l'amour ensemble, qui ressemble comme un tableau presque du Caravage, avec un clair-obscur, et puis votre corps qui devient presque violet, qui est proche justement de la mort, de l'agonie, de l'abandon, qui se détruit. Enfin voilà, cette plasticité de cette image est très très belle. Ah, il faut un micro. Non, il faut un micro pour parler à chaque fois dans la salle. Je vous préviens, parce que malheureusement, on ne s'entendra pas dans votre salle. Bon, je peux seulement parler dans le micro, je suis vraiment désolé. Alors sinon, il y a une nouvelle question arrivée de Denis qui a Carpentras. Qui dit, il semble qu'il faille beaucoup de travail et beaucoup d'humilité pour parvenir à une telle élégance dans la mise en scène, le jeu, le cadrage, la photographie. Catherine, durant ces 10 années sans tournée, avez-vous l'impression que votre cinéma s'est encore amélioré, bonifié? C'est-à-dire, moi j'ai quand même une théorie, c'est qu'on doit toujours faire son premier film. C'est-à-dire qu'il doit être vital, on doit y mettre absolument tout de soi-même. Alors bon, évidemment, comme je l'ai dit moi-même, il y a ces récits. Forcément, il y a des choses tout de même en plus. D'abord, il y avait... Mais c'est pas que ça, ce film s'est fait dans un état de grâce absolue. Je pense que j'ai trouvé les acteurs qui me convenaient, un état de grâce absolue. Pourtant, je ne parle pas aux acteurs pendant le tournage. Hein. Très peu. Tu parles pendant les prises. Oui, c'est autre chose. Tu parles pendant les prises. Oui, c'est pas toujours. Non, pendant les prises, c'est parce que si vous voulez, je suis un peu un chef d'orchestre. C'est-à-dire que moi, je vois la scène, je sais qu'il y a beaucoup de longueur, beaucoup de silence et tout, et il faut maîtriser le cadre aussi, puisque c'est un très très gros plan. On tourne la tête de très très peu et c'est pas beau au cadre.
Il faut maîtriser totalement ça, donc je le maîtrise, je dis les choses, ils sont prévenus. Et j'ai un très grand art de m'arrêter dès qu'il y a une parole. Et le producteur était affolé quand il voyait les phrases. Il disait « Mais tu parles tout le temps, est-ce que c'est montage ?» Je dis « Oui, on enlève toutes mes paroles. Moi, je fais très attention, ça ne chevauche pas sur le dialogue des acteurs. » Mais je les préviens, ils doivent rester, vous voyez comme c'est difficile pour eux, ils doivent rester très, 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 très concentrés, totalement dans leur rôle. Et dès que je dis quelque chose, ils doivent le faire. Mais ils doivent l'entendre comme si c'était un lointain. Et que Ordre, qui viennent de Don Cezou, est resté ensemble, comme si, voilà, dans cette scène qui est très, 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 très intime. Donc je peux vous dire que pour les acteurs, c'est très, très, très compliqué. Il faut être à la fois très abandonné et à la fois très concentré. C'est ça. Oui, bonsoir. Ce que j'ai entendu de ce que vous avez dit au sujet du film danois, c'est que vous ne vouliez pas reproduire une femme prédatrice. Non. Ça. Alors, la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que vous aviez des figures de femmes en tête? Comment vous avez imaginé le personnage de Léa Drucker? Comment ça s'est bâti pour vous? J'ai une facilité à écrire, donc déjà c'est pas très compliqué d'écrire et de faire les dialogues et tout, mais je ne l'ai pas imaginé totalement dans le scénario. On l'a quand même imaginé, un film. Bon, vous voyez, le scénario, quand on dit que quand j'écris, on ne me dit pas que j'improvise. Et bien, sur le plateau, moi qui ai écrit le scénario, je peux trahir le scénario, je fais ce que je veux. Et là, le personnage naît. Et des fois, il y a des choses inconscientes qui naissent, et que après, je me rends compte que c'est cohérent. Par exemple, tout le côté hitchcockien est né dans le processus du tournage avec le mensonge. Mais, curieusement, j'avais déjà tourné avant quelque chose et je ne m'étais pas rendu compte, qui faisait que c'était vraiment très proche du personnage de Marnie, et ça, c'est complètement inconscient. Moi aussi, je fais du déni quand je tourne. Parce qu'il faut quand même se libérer son inconscient, et donc il ne faut pas tout se dire. Ça vient petit à petit, les choses. Ça vient aussi avec l'actrice qu'on a, que tout d'un coup, on se dit non, mais comme ça, je la déteste, parce que je suis très méchante. Ah mais non, mais comme ça, je l'aime, c'est comme ça qu'elle doit être. Voilà, ça vient petit à petit, c'est des éclairs. C'est quand même le cinéma, c'est de l'illusion. On n'est pas comme on est. Tout d'un coup, on est comme moi, je veux qu'on soit. Et puis ça vient, il y a les costumes, évidemment, qui interviennent très très tôt. Et puis ensuite, c'est chaque scène, vous voyez, même moi, quand on me joue une scène et que je m'ennuie, je me pose la question, je me dis orgueilleusement, non, moi je ne peux pas être ennuyeuse. Donc, c'est qu'il ne faut pas le jouer comme ça. Là, il le joue comme c'est écrit. Mais est-ce que telle phrase est à une vérité? Est-ce que c'est un mensonge? Est-ce que c'est un mensonge qu'on se fait à soi-même? Donc tout ça fait que ça démultiplie les manières d'interpréter une scène. Et dès que ça devient fascinant, c'est que c'est ça. Ça doit être ça que je m'étais écrit. Mais on ne le trouve pas tout de suite, ça vient petit à petit. Alors, une autre question de Rouen, ce coup-ci, un certain Jean-Marc, qui nous dit « Merci pour ce grand retour et ce très grand film. Kim Gordon à la musique, c'est un choix rare et audacieux dans le cinéma français qui ronronne. Pourquoi ce choix ?» Parce qu'elle m'avait choisi, que je l'ai compris. Parce qu'en fait, il y a un auteur, un professeur d'université de Manchester, en fait, anglais, qui a écrit un livre sur moi que je ne connaissais pas. Donc quand j'ai découvert ce livre dans une cinémathèque à Vienne, en fait, j'ai essayé de retrouver cette personne et de lui dire que quand même ce livre était magnifique, je ne l'avais jamais rencontré. Il parlait de New York dans les Deux-Sèvres d'ailleurs, et que j'avais vécu là. Et j'avais l'impression d'une psychanalyse, alors qu'il ne me connaissait absolument pas. Et donc je lui parle, il me dit « Ah mais vous savez, Kim Gordon, à la question, et c'est drôle, c'est une question qui est dans le film, qu'emporteriez-vous dans une île déserte ?» Elle avait répondu
le livre de David Kizet sur Catherine Breillat et 36 fillettes. Et du coup, j'ai essayé de la contacter, parce qu'en plus, je l'aime beaucoup. Et il vaut mieux aimer les gens qui vous aiment, finalement, c'est mieux que d'aimer les gens qui ne vous aiment pas. Et en même temps, je me disais, il y a un morceau, si je ne me trompe pas, le moment dans la voiture, c'est Sonic. Oui. C'est ça. Et je me suis posé ces questions de ce choix-là à ce moment-là aussi, parce que c'est un moment de transition très important. Est-ce que c'était aussi quelque chose comme un rappel musical, peut-être aussi d'une mémoire du personnage? Je me suis posé cette question. Oui, il y a le côté adolescence, quoi. Et puis il y a aussi la pleine lune, par miracle. Il y a eu beaucoup de miracles. C'était en plus mon anniversaire. C'était la pleine lune et c'est beau, quoi. Donc, ça donne quelque chose. Il faut, vous voyez, il ne faut pas aussi renier la poésie des clichés. Moi, j'adore ça. On croit que je suis une intellectuelle, mais comme vous avez vu, je n'hésite pas à aller dans les grands sentiments. Et j'adore la poésie des clichés. C'est magnifique à l'image. On n'a pas besoin d'être intellectuel tout le temps, tout le temps, tout le temps. On peut aussi être... Attendez, le micro va arriver pour une question, madame. Pardon, attendez, monsieur. Moi, j'ai vu ce film comme un roman et à chaque fois je me dis mais comment cela va-t-il finir? J'ai essayé d'anticiper la fin et finalement la dernière scène j'ai adoré parce qu'en fait j'ai l'impression que vous aviez craqué, le personnage avait craqué en disant Pierre et lui il lui répond tais-toi. Et j'ai trouvé ça très beau parce que je me suis dit en fait il n'y a pas de fin, ça va continuer. Alors comment ça va continuer? Est-ce qu'elle va revoir Théo? Mais en même l'été temps, prochain. Voilà. Ça va beaucoup plus cette fin, en fait, qui n'est pas une fin, c'est un suspense. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, madame. Merci beaucoup pour votre film. Moi j'ai une bouteille nulle, je peux? Attendez, on avait dit une à distance, une présence. Donc là, il y a Marlène de Perpignan qui demande pour Léa. Bonsoir, un très joli film, très sensoriel. L'intimité créée entre les personnages ne fut-elle pas trop complexe à traduire? L'aisance fut-elle naturelle? Sincère, merci. Alors, en fait, il y a des... Moi, je me laisse bercer sur un tournage parce que... Bercer, c'est pas toujours douillet, hein, mais par ce qui se passe sur le plateau, parce que Catherine nous insufflait en énergie, en confiance et en image, en exigence. Mais il y a aussi la rencontre avec Samuel Kircher et avec Olivier Rabourdin. Et je dois dire que j'ai eu beaucoup de chance de travailler avec eux, chacun pour des raisons différentes. Samuel, dans un premier temps, je me sentais à l'intérieur de moi, je luttais contre ça, comme je me sentais responsable de quelque chose. Et puis bon, après j'ai vu qu'il était c'était un acteur extrêmement entier, généreux, qui plongeait dans les situations avec énormément de grâce et de sensibilité, et que ce que lui faisait à côté de moi m'inspirait énormément de choses en fait. Je trouvais ça assez facile sur le plateau et dans les situations de le suivre et de nouveau avoir 15 ans, d'être amoureuse de lui, quand bien même, malgré cette grande différence d'âge, il n'y avait pas grand-chose à construire. C'était c'était très sensitif, quoi, tout ça, et à l'endroit du plateau. Et c'était pareil avec Olivier Rabourdin, qui est un acteur qui a fonctionné comme moi d'ailleurs avec toi. Il s'est laissé... Enfin, je veux dire, il a suivi, hein, on n'a pas tellement résisté. Hein, on n'a pas tellement, assez rarement, un peu, mais pas. Non, vous n'avez pas résisté. Parfois, il y avait au début un peu d'incompréhension, c'est tout. Mais oui. Pas de résistance. Justement, on n'a pas perdu de temps en résistance, ni Non, d'un côté ni de l'autre. Non, mais parfois l'incompréhension, en tout cas me concernant, je pense que des fois c'est de l'appréhension l'incompréhension, c'est aussi le trac, hein, et le fait de... Est-ce qu'on va réussir? Je sais que tu as le trac, je sais. Mais donc en fait, moi j'ai assez vite arrêté de m'essayer de comprendre tout, en fait. D'intellectualiser. Moi je suis intellectuelle, Voilà, pas du du coup, tout. on a Je suis dans le faire. Ouais. Mais moi, oui, mais j'ai bien aimé moi aussi.
Figure-toi. Oui, c'est ça qui est formidable d'ailleurs. Et que vous ne demandez pas des trucs psychologiques sur le personnage, c'est faire qu'il faut. Faire ce qu'on voit à l'image, point. Et ça, moi, je le vois. Vous ne le voyez pas, par contre. C'est ma supériorité, c'est que je le vois. Donc je vois ce qui marche et ce qui ne marche pas. Ce qui imprime l'image, ce qui est signifiant et ce qui est insignifiant. Donc voilà, et ça, on ne peut pas reprocher aux acteurs de ne pas le voir, parce qu'autrement, ils se regarderaient. Ça ne serait donc pas des bons acteurs. C'est pour ça qu'il y a un metteur en scène, c'est qu'il voit. Et aussi, le regard constitue. C'est-à-dire que quand je vois, et que tout d'un coup, ils me ravissent, les acteurs, et bien ça leur redonne à eux aussi de la lumière. C'est comme ça qu'on fonctionne, en fait, au cinéma, j'ai l'impression. Alors, ce qui est difficile, c'est la mise en route. C'est le premier jour qu'il y a un cauchemar. Oui, parce que là, moi, j'ai hyper peur. 10 ans que j'ai pas fait de mise en scène, je ne me souvenais pas si j'étais capable. C'est comme faire les Jeux Olympiques, et puis on ne s'est même pas entraîné depuis 10 ans. Mais ça revient, et puis tout d'un coup, on a la grâce, on n'a plus peur. On n'a plus peur du tout, après ça n'est que du travail. Par moments, oui. C'est pas qu'on a peur, c'est qu'on se dit... il faut donner la grande scène du mensonge. Il y a eu 4 jours de tournage. Hein. C'est beaucoup. Donc on a tendance à peut-être s'enliser. Et puis il faut varier. Il ne faut pas rester sur le même registre. Alors qu'à l'écriture, on a l'impression que c'est sur le même registre. Mais pour regarder, il faut quand même que ça soit comme une symphonie, qui est le premier mouvement, le deuxième mouvement, que tout ne soit pas pareil. Ne peut surtout pas continuer, par exemple, quand elle est dans l'escalier. Donc vous ne l'avez peut-être pas remarqué, comme le cinéma, ce n'est que du faux. Ce qui a l'air naturel ne l'est absolument pas. Par exemple, je fais exactement là ce que je lui interdisais de faire quand on tournait. Oui, on n'avait pas le droit de se mettre parler à la personne en me tournant vers elle. On n'a pas le droit de se mettre de profil. Jamais. C'était des hurlements derrière le tombeau et qu'on se mettait de profil. Oui, alors comme vous voyez, le plus naturel, c'est de se mettre de profil. Et moi qui ne suis pas actrice, comme une idiote, alors que c'est filmé, que je ne devrais pas me mettre de profil, que je me mets de profil. Voilà, mais tout est faux. Et c'est l'art des acteurs de faire que tout ce que je leur dis de faire qui est contrariant, c'est archi faux. Ils jouent tellement bien, c'est tellement dans l'action, qu'on ne le remarque même pas. Par exemple, elle monte quand même l'escalier à reculons. L'escalier, il y a un tournant diabolique, elle avait des talons aiguilles, une robe serrée, elle criait, je ne vous dis pas comme c'est compliqué de faire ça. En plus, il faut le faire, avant que tu disparaisses dans le tournant, il faut que la scène soit emballée. Ah oui. Oui, enfin, c'est très compliqué le cinéma. C'est beaucoup de travail, il faut être très très humble, ça c'est vrai. Et le metteur en scène qui se plante, des fois, et les acteurs, il faut être très très humble. Après, on est content de soi. Moi, je suis très contente du film. Là, je ne suis pas très humble. Question. Déjà, bravo pour ce film, moi je trouve extraordinaire. Je trouve que c'est un grand film sur le mensonge, mais moi, je trouve que je pense que c'est un grand film sur la famille, sur la manière dont, comment, Madame Drucker parle de la complexité des personnages, et c'est vrai que c'est fascinant de voir dans chaque mouvement des personnages et comment pour chacun, à différents moments du film, ce que c'est que de constituer une famille, ça revêt une importance. Là, à un moment donné, le personnage de Théo, parce que c'est un obstacle à ce sentiment qui est en train de naître pour cette femme, pour la protection de ce qu'elle a construit. Enfin, il y a quelque chose comme ça, et puis la scène du mensonge avec Olivier Rabourdin, c'est autre chose qui se joue aussi pour le personnage et qui est lié à où il y a plein de faisceaux qui se croisent, donc je ne vais pas détailler ça maintenant, mais pour moi, ce qui est, et là pour le coup, j'ai une question, parce que c'est ce qui rend saisissant pour moi, c'est sur cette dernière image, cette dernière scène. Donc évidemment, il y a ces deux lignes de dialogue échangées entre les deux membres du couple, et puis il y a dans le fondu au noir, il y a
tout petit reflet de l'Alliance, tout petit reflet de lumière qui est aussi gros qu'une tête d'épingle. Et moi je me dis, c'est comme si c'était cette petite lueur de ce truc de la famille, du lien du mariage qui persiste, quelque chose qui persiste, une institution qui est toujours qui est là, un rêve, un fantasme, une promesse qui persiste et qui très faiblement, quoi, et que c'est cette petite lumière qui anime quelque part à un moment donné tous les personnages. Et je me demandais comment est-ce que ce motif-là, ce dernier signe, vous l'aviez trouvé, c'était quelque chose que vous aviez déjà écrit dès l'écriture, dès la conception. Pas du tout, pas du tout. Si vous l'avez trouvé non, à ça la serait fin. tellement ennuyeux de filmer le scénario, ça serait quand même un travail de fonctionnaire. Il faut inventer, ça je l'ai inventé sur le moment. J'ai tout d'un coup dit à Jeanne, la Poirine, la chef-op, écoute, d'habitude je veux même en pleine nuit, tout est clair, parce que je veux voir mes acteurs, et là je lui ai dit, bon, on va faire quelque chose de crépusculaire, complètement, et effectivement on ne voit plus que, à peine des paroles, puisqu'il dit tais-toi. Et tais-toi, et on voit bien que ce tais-toi, c'est parce que même si la famille, c'est pas comme l'effervescence du rafraîchissement de tomber amoureux et qu'on est tout d'un coup, chacun donne de la lumière à l'autre, il y a une espèce de ravissement et de bonheur. Mais le bonheur conjugal, la famille, c'est plus terne, c'est moins tentant au bout d'un certain temps. Ça passe cette brillance, mais ça a la brillance toute petite mais persistante, malgré tout, de quelque chose qui est construit, qui existe, et qui est peut-être beaucoup plus important, même si c'est moins brillant. C'est pour ça, c'est pas un film cynique. La famille n'est pas jetée aux ordures en disant non, ce qu'il y a de mieux, c'est de tomber amoureux à nouveau. Oui, c'est magnifique, mais quand même, cette chose un peu terne par moment, qui est effectivement la famille, le fait un peu ronronnant de vivre toujours avec l'autre, pour lequel on a quand même beaucoup de tendresse. Il y a une vraie tendresse dans ce couple. Je ne voulais pas non plus qu'il y ait plus de relations sexuelles, que ça soit un simple compagnonnage, parce que c'est pas ça. Ce qui se passe avec Théo, c'est quelque chose de mystérieux que personne ne contrôle, ni lui, ni elle. Elle est bien sûr coupable parce qu'elle est adulte, elle est coupable d'un adultère, mais elle n'est pas... Enfin, c'est irrésistible. Il y a un moment, on est des êtres humains. Moi, je n'aime pas les gens infaillibles. Rien ne me fait plus peur que une humanité où il n'y aurait que des gens qui ne commettent jamais aucune faute. Voilà, c'est une humanité glaciale. D'ailleurs, l'humanité, ça ne veut pas dire ça. Être humain, ça veut dire être faillible. Avoir des égarements du moment qui ne sont pas monstrueux. D'une certaine manière, il faisait mal. Tant que c'était secret, il faisait mal à personne. Non, mais on invente. Moi, j'ai inventé ça. Et après, j'ai vu que c'était vrai. Mais il faut oser le faire, c'est tout. C'est compliqué d'oser au cinéma, parce qu'on passe quand même... Il en faut du naturalisme. Il faut du quotidien, parce que sinon, le film est imbuvable et tout. Mais il faut aussi passer vers l'expressionnisme, vers la métaphore, vers quelque chose de plus sophistiqué qui parle autrement que le naturalisme. Et c'est vrai que ça, c'était quelque chose d'à la fois très poétique, sombre, métaphorique, avec dans cette chape de plomb qui s'abat sur le couple, une lueur qui persiste et qui persistera toujours. Alors je tiens à dire que Guillaume à Créteil avait posé exactement la même question que vous sur ce dernier plan et comment ça avait été fait avec Jeanne Lapoirie. Donc Guillaume, j'espère que vous êtes content d'avoir répondu à votre question. Et maintenant je pose la question de Marie Armel à Clisson qui écrit « Bonsoir, quel travail impressionnant pour exprimer tout ce qui m'a semblé l'animalité de Léa, qui m'est apparue tour à tour sensuelle, puis bête traquée, et ensuite animale à sang-froid pour garder tout ce qu'elle a construit. Mais elle ne semble être pleinement femme que dans les bras de cet ado. Et donc la question est, la couleur blanc dont elle est vêtue est-elle un choix symbolique? Donc le blanc des tenues de Léa. Elle a quand même 3 couleurs. Elle a le blanc, effectivement, parce que c'est magnifique le blanc.
À l'écran, c'est toujours extrêmement beau. Il y a une pureté des lignes, il y a quand même une robe rouge qu'on ne met pas à n'importe quand. Et la robe bleue glacée qui n'est pas non plus mise n'importe quand. Après, c'était beaucoup trop cher de faire plus de robes. J'ai profité, on parle un peu de... Bon, je pense que c'est peut-être une question qui m'est venue à l'esprit en revoyant le film, mais il y a effectivement une scène que j'avais peut-être pas bien vue la première fois, où effectivement il y avait cet objet, quand tu parlais de symbolisme, et je me suis pensé un petit peu mais sur au travail par rapport à la peinture, et à la scène effectivement d'amour, la dernière scène d'amour, où effectivement il y a un objet qui s'introduit, et qui crée pour moi effectivement une rupture que tu évoques, c'est-à-dire on change un peu d'espace aussi au niveau pictural, parce que on rentrait un peu dans une forme pour moi d'évocation presque de surréalisme, peut-être de Magritte, quelque chose comme ça, mais aussi effectivement c'était, est-ce que c'était aussi là-dessus, j'imagine, une décision pendant le tournage et quelque chose que tu avais... Pendant la nuit, vous croyez que c'est pendant le tournage? Non, pendant la nuit, j'étais terrorisée par cette scène, parce que je vais vous dire, 4 scènes d'amour dans un film, c'est 3 de trop presque. Donc il faut trouver à chaque fois que ça raconte quelque chose, et puis comment filmer alors qu'on va avoir à peu près toujours les mêmes positions, quoi raconter, quels vont être les points d'appui, les gestes symboliques qui vont dire des choses. Et en fait, à chaque fois, j'ai très peur dans les scènes d'amour. On engage ces acteurs qui nous font confiance. C'est vrai qu'il y a plus d'enjeux sur une scène d'amour qu'une scène où on prend un café à table. C'est comme ça, il y a beaucoup plus d'enjeux. Donc il faut qu'elle soit nécessaire, qu'elle raconte quelque chose, et comment le raconter. Et oui, celle-là, je l'ai inventée pendant la nuit. Marie-Madeleine en extase aussi, c'était la nuit. La nuit, comme la peur me tient éveillée. Je réfléchis, je fais tous les mouvements, je me dis ça va être comme ça. Bon, je vais la mettre le poing serré comme ça, parce que près du visage, parce que je fais le visage. Et puis je vais le mettre, et je lui disais, mais tu serres. Je pense que ça donne quelque chose dans l'attitude et même tu te fais mal avec les doigts. Et il y a la clé. Il y a la clé aussi, qui est quand même très dure dans la main, je pense. Et ça donne quelque chose qui exprime une passion à la fois froide et à laquelle elle ne s'abandonne jamais vraiment. Elle s'abandonne sans s'abandonner, parce que elle ne peut pas s'abandonner, c'est ça son histoire. Merci pour ce film, pour votre présence, cette rencontre. Moi, j'ai beaucoup apprécié les boucles, l'avortement, le dire sans le dire, des années de libération sexuelle, des années de sida. Mais il y a un moment, je veux dire, où j'ai eu un peu peur, vers la fin du film, le dernier tiers du film, et je me suis dit, merde, la famille va l'emporter, ça va être terrible, la famille, la loi, etc. Et en cette dernière scène dont on a parlé, bon, finalement, le désir, bon, une sorte de mise en suspens, d'équilibre. On ne peut pas dire qu'il y en a un qui... Bon, enfin, en tout cas, j'étais un peu rassuré, mais c'est par rapport à la place des enfants que je voulais vous interroger. Parce que je trouve qu'elle est quand même pas secondaire, non. Et notamment les deux petites. Alors, je ne suggère pas qu'il y aurait une espèce d'innocence retrouvée par le biais des deux enfants, qui serait une sorte, vous voyez, de moyen terme entre la famille, la loi et puis le désir dedans. Mais j'aimerais bien vous entendre parler de ces enfants. Par rapport aux filles danois, elles sont beaucoup plus petites. Moi, je voulais que... Et puis, elles ont 2 caractères très différents. Dans le film danois, c'était 2 jumelles. C'est-à-dire, elles étaient juste là pour dire, bon, il y a des filles. Mais moi, j'avais envie qu'elles soient très, très différentes. Et j'ai eu aussi une histoire d'amour avec chacune de ces 2 petites filles. Qui étaient, elles étaient inouïes, ces 2 petites filles. Elles ont aussi apporté leur fraîcheur, leur amour. Parce que les enfants, ça ne tourne que quand ils vous aiment. Sinon, Serena, le premier jour, c'était « j'ai pas envie ». J'ai pas envie. Pour qu'elle ait envie, il faut l'apprivoiser. On n'a pas beaucoup de temps. C'était la seule qui te résistait. Je crois la seule. Dieu merci, elle ne résistait pas aux hommes. Donc elle avait un coach d'abord.
dit au directeur de production que je voulais un coach, pas une coach, et que secrètement les petites filles en tomberaient amoureuses. Bien merci. On l'appelait au secours pour qu'elle daigne. Enfin, c'est le premier jour. Hein. Le premier jour a été très 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 difficile avec Serena. Et puis aussi, Olivier. Après, elle voulait toujours, au début, on la mettait sur ses genoux pour qu'elle soit à l'écran. Comme ça, elle était casée. Puis après, elle se prélassait sur ses genoux. Ça se crée aussi une famille. Et puis quand vous parlez de convention, ça, je suis la personne au monde qui résiste le plus à la convention. Pourquoi vous croyez que Olivier dit tais-toi? Parce qu'on voulait absolument qu'elle se repente, qu'elle raconte, qu'elle soit punie. Moi, je voulais pas. Donc, j'avais Saïd au téléphone, alors il attendait la scène, et tout d'un coup, j'ai mis tais-toi. Je me dis, qu'est-ce qu'elle va raconter? Quelque chose qu'on a vu, mais c'est désolant d'ennui. C'est comme ça aussi. La résistance, on peut aussi trouver les bonnes répliques. Tout est bien dans la collaboration dans un film. Soit qu'on vous résiste et on trouve la solution, et c'est magnifique, je ne l'aurais pas trouvé. Soit qu'on fait autre chose, et que même, tout d'un coup, autre chose que ce que j'ai dit. Et c'est justement ça qui est bien. Des fois, Léal m'a désobéi quand même. Et bien, c'était justement ça qui était bien. Mais sur le moment, je ne le trouvais pas. Hein. J'ai piqué une grande colère. Et après, au montage, c'était très bien. Si vous voulez, on n'est pas des démiurges. On fait des films avec ce qu'on est, avec la matière humaine. Les acteurs, c'est des êtres de chair. Certes, je dis que je fais de la peinture en mouvement, moi, quand je filme. Mais ce n'est pas de la peinture, c'est des personnes. Donc, il y a des choses qui ne sont pas exactement ce qu'on voulait, mais c'est justement ça qui est bien. Si c'était exactement ce que j'avais demandé qu'il soit, ça ne serait pas bien, ce serait trop... Comment dire? Trop... Ça aurait quelque chose de... Il y aurait un manque de vie. Il faut aussi que les acteurs aient un peu de rébellion, pas trop. Et puis après tout, on s'amuse aussi. Et que moi, je filme pas trop le scénario, sinon c'est laborieux. Enfin, il faut se dire que, voilà, c'est à la fois un travail très très sérieux, où on est angoissé tout le temps, mais aussi, il y a la liberté. On peut inventer sur le plateau, on peut inventer. Et c'est tellement amusant. Non, vas-y, non. Bon, je repose donc Marlène de Perpignan, encore. Merci pour la réponse à ma toute première question. En voici une seconde. Comment pensez-vous que le film sera accueilli auprès du plus large public, en sachant que son sujet risque de déranger? Il n'est quand même pas très dérangeant. Hein. Les gens qui sont dérangés, je ne sais pas, ils se sont bien dérangés jusqu'au cinéma, donc après tout... On est aussi fait pour être un tout petit peu dérangé, sinon vous êtes des moutons de pagnon. Il faut quand même avoir un tout petit peu d'audace, c'est très peu l'audace de s'asseoir dans un cinéma pour regarder un film qui ne vous dérangerait pas du tout. Alors pourquoi se déranger pour le voir? L'avis de Léa sur cette question. Oui, alors, moi ce que j'aime, j'ai vu le film j'ai tourné bien sûr, mais j'ai vu le film 2 fois en spectatrice et j'aime bien les films qui me laissent la place pour ressentir et réagir, et j'ai l'impression que ce film laisse beaucoup de place aux spectateurs, donc, et qui n'impose rien comme point de vue finalement. Il observe les sentiments de personnes, c'est ce que le cinéma permet, de gens, de personnages, enfin de personnes, qui peut-être, si on écrivait l'histoire comme ça sur une ligne de papier, on les accablerait, on dirait c'est des monstres, c'est très dérangeant, c'est insupportable. Et le cinéma, je trouve, et notamment ce film, nous permet d'observer ça et de voir, de se poser plein de questions et de prendre le temps de cette observation sur des choses qui sont humaines, quoi qu'on en pense. Et puis je voulais que la fin soit très ouverte, que le spectateur se fasse sa propre fin dans le fond. Merci. Je voulais simplement rebondir sur la question de monsieur tout à l'heure qui parlait de la famille.
qui craignait que la famille l'emporte. Je pense que ce qui est intéressant avec votre film, votre cinéma en règle générale, mais votre film spécifiquement ici, c'est qu'effectivement c'est ouvert aux diverses interprétations. Donc comme vous l'avez dit, Madame Drucker, voilà, aucun point de vue n'est imposé. Et moi, dans la toute dernière image, pour revenir donc à la question de monsieur, j'ai eu l'interprétation un petit peu inverse. C'est-à-dire que quand l'image s'assombrit, donc devient noire complètement, et le dernier élément qu'on voit, en fait, c'est l'alliance du mari. Et je peux me tromper, enfin c'est mon interprétation à moi, je me suis dit, finalement elle s'enferme dans son couple, dans son mariage, qui peut être vu comme une prison pour elle. Et voilà, et c'est toute l'importance, je pense, que vous accordez au symbole. Il pourrait y en avoir d'autres dans le film, peut-être la tache de café qui se renverse donc sur votre robe blanche immaculée. Voilà, il y a plein de choses comme ça, et je voulais simplement poser la question sur l'importance que vous attachez au symbole. Vous avez dit tout à l'heure que vous n'intellectualisiez pas, que vous êtes guidé par le sentiment. Malgré tout, on peut quand même interpréter des petits éléments comme ça qui peuvent être disséminés dans le film, volontairement ou non d'ailleurs. Voilà. Oui, je me demande toujours si j'exagère quand je fais ça ou pas. Mais quand même, moi j'ai quand même tendance... Je me demande, est-ce qu'on peut faire ça aussi, je ne vais pas trop loin, même quand je les ai mis à plat ventre dans l'herbe. Je me demandais vraiment si je pouvais faire ça. Or, c'était justement ça qu'il fallait faire, mais bon. Est-ce que vraiment je pouvais faire comme ça, comme si c'était deux adolescents, parce que dans l'herbe, là, ça fait vraiment adolescent, quoi. C'est quand même un tout petit peu pousser la réalité un tout petit peu loin. Et c'est justement ça qui marche. C'est comme on a tourné la scène du déjeuner où on voit Théo qui erre derrière la vitre là, ne sachant pas si on parle de lui ou pas, n'osant pas venir, guettant sans guetter, et n'entendant rien probablement. On a tourné la scène avec juste le petit déjeuner, il n'y avait pas Théo. 2 fois. Très bien la scène. Puis je l'ai tournée avec Théo. En me disant, j'exagère peut-être. Le producteur, quand il a vu les rushs, il a dit, bon, la scène est très bien, évidemment, il ne faut pas monter celle où il y a Théo derrière. Mais oui, c'est justement celle-là qui marche. C'est comme ça le cinéma. Il faut oser faire les choses, après on se couvre un peu pour quand même pas être obligé au montage de faire un truc, on est allé trop loin. Mais il faut oser, quoi, il faut oser. Mais vous savez, les symboles, ça ne peut pas être quelque chose qu'on fait très délibérément. Il y a quelque chose, justement, le symbole, c'est quelque chose de très, à la fois auquel on est habitué de décrypter, mais on le décrypte très obscurément. Donc il ne faut pas faire un symbolisme délibéré. Il faut que ce soit très obscur, que le symbole garde totalement sa part d'évocation, de poésie et de mystère. Il faut quand même qu'il y ait ça dans le cinéma. On va prendre 2 dernières questions. D'abord en ligne, je trouve assez joli des fois. Bravo d'abord de Metz. Du coup, cela vous est plus donné de revenir au cinéma, Catherine, au sens. Je me dépasserai avec plaisir une nouvelle fois pour une de vos histoires qui bouleverse les codes. J'espère, moi j'ai décidé que j'allais mourir sur scène. C'est trop amusant. J'ai pas envie de partir à la retraite de 10 ans, j'ai compris. C'est pas désagréable, remarquez. Moi je suis très contemplative, j'ai regardé la mer 10 ans de suite. Mais c'est... Bon, j'aime pas me lever tôt, c'est sûr, c'est ça l'inconvénient du cinéma. Mais qu'est-ce que c'est amusant, qu'est-ce que c'est vivant, qu'est-ce que c'est difficile, qu'est-ce que c'est simple, qu'est-ce que c'est enivrant, et qu'est-ce qu'on en sort en se disant quand tous les soirs je suis vivant. Hein, c'est vrai, il y a une espèce d'exaltation. Et quand ça finit, alors qu'on est épuisé, le dernier jour, le lendemain, on dit mais pourquoi le film est fini? Pourquoi on ne continue pas de tourner? C'est presque une drogue, on est addict. Ça, c'est quand les films se passent très très bien. Celui-ci s'est passé, c'était un délice. Je suis d'accord. Bonsoir.
Pendant le film, j'ai pensé à un précédent film, je m'adresse à Catherine Breillat, et notamment à Bref Traversée. Est-ce que c'est totalement déplacé ou... Pas du tout. C'est le grand frère de Bref Traversée ou La Grande Sœur. Les films ont tous un air de parenté. Oui, quand on est un auteur, c'est ça, quand même. Et c'est vrai que Bref Traversée, c'est une brève passion entre... Très très bref, puisque c'est le temps d'une traversée entre une Anglaise et un très jeune garçon. Il était plus jeune que Samuel, il avait 16 ans. Je l'avais trouvé à la porte du lycée. Moi, j'avais une dernière question aussi pour Léa. Et du coup, cette expérience avec Catherine dans ta carrière d'actrice, est-ce qu'elle a apporté quelque chose? Qu'est-ce qu'elle a... Voilà, est-ce que tu peux nous dire éventuellement si pour toi ça a été un moment d'apprentissage ou de... Oui. Moi, je suis arrivée sur le film et j'ai vraiment perdu toute ma caisse à outils. J'ai perdu tous mes repères assez rapidement. Mais ça m'a... Je pense que j'attendais ça. J'avais envie de me faire embarquer par Catherine. Et ça, j'aimais son cinéma déjà. Donc, j'avais envie de me laisser flotter dans son monde. Et puis, je pense que dans un parcours d'actrice ou d'acteur... il y a un endroit où il faut absolument qu'on aille vers des choses qu'on n'a pas encore faites. Pardon. Donc, Catherine m'a donné confiance en moi sur ce film. Elle peut être très difficile par moments dans tes exigences, c'est très dur d'y arriver. Mais, quand je dis très difficile, exigeante et donc on peut se fatiguer par moments. Mais c'est vrai que sur le physique, par exemple, elle a un sens de l'esthétisme qui lui est propre, qui fait son cinéma sur chacun, sur Olivier Rabourdin, sur Samuel, sur moi, sur Olivier. Elle disait je veux que tu ressembles à un grand écrivain américain. Elle disait des choses comme ça sur le plateau et moi ça me plaisait beaucoup. Elle me disait là tu es comme Kim Novak. Alors j'ai osé la prendre un petit peu au sérieux pendant qu'on tournait et c'est vrai que je plaisante, mais ça vous emmène quelque part et ça vous aide à devenir quelqu'un, un personnage que vous n'avez jamais fait jusqu'ici. Une femme très sexuée, très féminine, puisque le film parle du désir, donc aussi du mensonge, mais aussi d'un désir très fort. Et donc oui, ça fait partie pour moi, c'est un événement dans mon travail. Merci. Très belle réponse. Merci beaucoup. Peut-être maintenant, on va peut-être devoir se quitter. Je vais d'abord remercier Léa, Catherine et aussi Roxane qui a beaucoup contribué ce soir de Pyramide. Je rappelle que le film sort demain dans beaucoup de salles. Je ne sais pas si tu peux nous dire... 199 salles. Les 200. Et aussi, peut-être que tu as un mot à dire, Léa, pour quelqu'un. J'aimerais embrasser ma maman et mes tantes qui sont dans le cinéma de Granville. Voilà, je les embrasse. On en profite pour embrasser tous vous d'abord, mais aussi les spectatrices et les spectateurs, excusez-moi, des autres salles et mes collègues aussi qui sont de l'autre côté de la caméra. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci. C'est pas un fauteuil du coup. Merci beaucoup. Et Jean-Marc.